Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'attendais de faire avec une grande impatience. Il s'agit de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge édition 2023. Le Pumpkin Autumn Challenge, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas? C'est un challenge littéraire, voire même plutôt culturel depuis quelques années qui est organisé par Guimauze Terrier, donc je vous laisserai sa vidéo en barre d'informations où elle explique très bien quelles sont ses inspirations de cette année, quelles sont les références de ces catégories, et cette pile à lire ici que je vous propose, elle est composée de pas moins de 28 livres. Évidemment que je ne lirai pas tout, j'en suis tout simplement incapable, mais j'avais envie de me donner du choix, de pouvoir un petit peu piocher par-ci par-là sans vraiment chercher à remplir toutes les catégories. Vraiment, ce sera plutôt une ligne directrice qu'une pile à lire à suivre de manière très stricte. Je n'inclus pas les découvertes culturelles telles que les séries ou les films que je pourrais regarder durant la période, mais je vous en parlerai très certainement sur mon compte Instagram que je vous laisserai également en barre d'informations pour que vous puissiez jeter un petit coup d'œil. Et on va commencer sans plus tarder parce que ça va être assez conséquent, donc prenez de quoi boire, de quoi manger et on va commencer tout de suite. Pour la première catégorie, Viens flotter avec nous, qui est une référence au livre Ça de Stephen King. Les mots-clés sont horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique et rouge. C'est une des catégories pour laquelle les livres à y placer étaient une évidence puisque j'ai tout d'abord choisi d'y mettre Zéphyr Alabama de Robert McCammon, édité chez Monsieur Toussaint Louverture. Dans ce roman dont l'action se situe en Alabama, on va suivre l'histoire de Cory, un jeune garçon de 11-12 ans qui vit une existence plutôt simple et paisible, mais tout va basculer le jour où Cory et son père sont témoins d'un terrible accident de voiture et malgré la tentative de sauvetage, le père de Cory ne parvient pas à sauver la victime étant donné que celle-ci était déjà décédée. Et tandis que le père de Cory sombre peu à peu dans l'horreur et n'arrive pas à surmonter son traumatisme, notre protagoniste va commencer à repérer peu à peu des événements mystérieux et surnaturels qui se déroulent autour de lui et chercher à comprendre les origines de cet accident pour le moins étrange. C'est un roman que je souhaite lire depuis sa sortie, déjà parce qu'il est édité chez Monsieur Toussaint Louverture, maison d'édition que j'adore et qui ne m'a jamais déçu, et puis parce que depuis Blackwater, j'ai envie de découvrir de plus en plus de livres avec des ambiances qui mêlent le fantastique et l'horreur. Mes attentes sont quand même assez hautes pour ce livre, mais je ne doute pas que ça va être un très beau voyage au cœur de l'Alabama des années 60. À l'heure où vous avez cette vidéo, le livre a déjà été commencé, peut-être même terminé, mais je vous en parlerai dans une vidéo bilan que je prévois de faire une fois le challenge terminé et qui sortira plus ou moins à la mi-décembre. Pour le second livre, j'ai directement pensé à Salem de Stephen King que vous pouvez retrouver aux éditions Le Livre de Poche. Pour ce qui est du résumé, je pense que celui présent sur Livre Addict est très complet, donc je vais me baser sur celui-ci et vous le lire. Comment une petite bourgade du Maine peut-elle du jour au lendemain devenir une ville fantôme? Jérusalem Slot, Salem, n'avait pourtant pas de caractéristiques particulières, sinon, sur la colline, la présence de cette grande demeure, Martens House, inhabitée depuis la mort tragique de ses propriétaires 20 ans auparavant. Et lorsque Ben Mears y revient, c'est seulement pour y retrouver ses souvenirs d'enfance. Mais très vite, il devrait se rendre à l'évidence. Il se passe des choses très étranges à Salem. Un chien est immolé, un enfant disparaît, et l'horreur s'infiltre, s'étend, se répand, aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. Depuis ma lecture de l'Institut que j'ai chroniqué dans un précédent update lecture que je vous mettrai dans le petit i, j'avais très envie de continuer des romans de cet auteur, mais je voulais le faire pendant ce Pumpkin Autumn Challenge car quoi de mieux qu'un roman de Stephen King dans une catégorie horrifique. J'ai un seuil de tolérance à l'horreur assez bas et on m'a assuré que Salem était davantage un roman fantastique et d'ambiance, ce qui me convient totalement. Je pense que pour Halloween ou ses alentours, ce sera parfait. Pour la sous-catégorie L'enfer des backrooms, les mots-clés sont dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère.
Je me suis appuyée sur 2 termes en particulier, à savoir Internet et labyrinthe. Dans un premier temps, je vais vous parler du livre qui se base sur le mot-clé Internet, le premier tome donc d'Interfell, écrit par Antonin Adjé, j'espère que je prononce pas trop mal le nom, et publié chez PKJ. Interfell est une saga de science-fiction dans laquelle on va suivre le personnage de Nathan qui utilise énormément le réseau social du nom donc d'Interfell afin de partager ses émotions au monde entier. Cependant, un événement tragique va survenir et à mon avis, notre protagoniste va commencer à douter de l'utilité de ce réseau social ou commencer à voir ses points négatifs. En parallèle de ça, on va suivre Elisabeth, une jeune adolescente qui vit sans réseau internet et qui par conséquent n'est pas inscrite à ce réseau social. C'est un roman qui est dans ma wishlist depuis de nombreuses années et qui a survécu à plein de tris. Je trouve le concept très intéressant, je ne sais pas du tout si ça a bien vieilli puisque les réseaux sociaux et les avancées technologiques sont très rapides et que les réseaux sociaux de 2018 ne répondent plus au même code que ceux de 2023. Malgré tout, j'ai envie de me laisser tenter et pourquoi pas, si ça me plaît, enchaîner avec les 2 tomes suivants. Comme je le disais, pour le second livre, je me suis bien plus appuyée sur le concept de labyrinthe et j'ai jeté mon dévolu sur Piranèse de Susanna Clark, à retrouver aux éditions Robert Laffont. Je ne sais que peu de choses sur ce livre et par conséquent de son histoire, donc je vais encore une fois me baser sur le résumé de Livre Addict. La maison où vit Piranèse n'est pas un bâtiment ordinaire. Ses pièces sont infinies, ses couloirs interminables et ses pièces ornées de milliers de statues. Au cœur de cette architecture monumentale est emprisonné un océan, mais Piranèse n'a pas peur. Il vit pour explorer ce labyrinthe. Dans son journal, il dresse de rigoureux rapports de ses errances. L'autre vit aussi dans cette cité enfouie. Piranèse lui rend visite 2 fois par semaine et l'aide dans sa recherche du grand savoir. Mais au cours de ses expéditions, Piranèse découvre un jour des preuves de l'existence d'un 3e habitant. Une terrible vérité commence à se dévoiler, révélant un monde totalement différent de celui qu'il connaît. Le résumé me donne très envie de le découvrir. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un roman très mystérieux avec une ambiance très marquée, ce qui m'intrigue toujours. Et cerise sur le gâteau, même si en temps normal ce genre de choses me laisse indifférente, il est inscrit sur la couverture La vie de Madeline Miller, l'autrice de Circé et du Chant d'Achille, à savoir une lumineuse prouesse littéraire. Qu'une autrice aussi talentueuse que Madeline Miller qualifie ce livre ainsi, il ne m'en fallait pas davantage. Pour cette sous-catégorie, à savoir Perfectly Splendid, qui a pour thème les fantômes, la famille, les manoirs, la possession, le gothique ou encore le drame, le choix a été très facile à faire puisque les 2 livres ont été une évidence. Dans un premier temps, j'ai choisi de lire Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier, publié entre autres chez Le Livre de Poche. Ma cousine Rachel raconte l'histoire de Philippe, le cousin d'Ambroise, lequel est marié à Rachel, une femme que Philippe a toujours détestée, et lorsque son cousin Ambroise meurt empoisonné, les soupçons de Philippe se tournent vers Rachel et il se jure de venger Ambroise. Cependant, les choses ne se dérouleront pas comme prévu, puisque Philippe va s'éprendre de Rachel. Si je ne dis pas de bêtises, Ma cousine Rachel est un incontournable de la littérature gothique, et l'histoire se déroulant dans un manoir dans les Cornouailles, ça me semble parfait pour cette catégorie, d'autant plus que j'ai très envie de découvrir l'œuvre très prolifique de Daphné du Maurier. J'espère juste avoir le temps de le découvrir durant ce challenge. J'ai également choisi de mettre dans ma pile à lire le premier tome d'une saga nommée Les Monstres de Rockhaven de Padraig Kenny et édité chez Lumen. Lumen faisant des dissertations à la place de résumés, je vais essayer de faire court et concis. Dans ce roman, on va suivre le personnage de Mirabelle qui vit dans un manoir en pleine forêt avec sa famille très particulière. Je dis très particulière puisque les membres de sa famille ont des capacités surnaturelles, destructrices, et pour calmer la situation et vivre dans une paix relative, les habitants du village et la famille de Mirabelle ont conclu un pacte qui leur permet de vivre à l'écart et cachés du reste du monde. Or, un jour, 2 orphelins vont s'aventurer dans ce manoir, ce qui risque de mettre tout le monde en danger.
C'est un roman que j'avais déjà essayé de lire mais je l'avais rapidement laissé de côté, non pas parce que c'était mauvais, mais je sentais que c'était pas le genre de lecture dont j'avais besoin à ce moment précis. Maintenant que le Pumpkin Autumn Challenge est là, il me semble que c'est l'instant idéal pour le découvrir. D'autant plus que Patrick Kenny est l'auteur des Orphelins de métal, un roman jeunesse que j'avais lu pour le pack de l'année 2021 et qui m'avait vraiment bien plu. J'espère pouvoir renouveler l'expérience avec ce livre-ci. Nous passons désormais au second tableau qui est Automne douceur de vivre et sa première sous-catégorie s'intitule Something Wicked This Way Come. Les thématiques de cette sous-catégorie sont donc Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Je me suis principalement basée sur le thème de l'enfance en choisissant 2 livres avec des protagonistes enfants, mais vous allez le voir, les ambiances sont diamétralement opposées. Le premier livre de cette sous-catégorie est Monstre de Stéphane Servan et de Nicolas Zouliamis, j'espère que je prononce pas trop mal, qui est édité chez Thierry Magnier. Donc Stéphane Servan est au scénario et Nicolas Zouliamis est au dessin. Monstre, c'est une bande dessinée dans laquelle on va suivre le personnage d'Otto, un jeune enfant qui se rend dans un cirque itinérant qui donne une représentation dans son village. Sur le panneau de ce cirque, il est indiqué en lettres majuscules le mot monstre, mais toute la question est de savoir de quel type de monstre on parle et quel type de monstre se cache derrière ce rideau. C'est une bande dessinée qui aurait sa place dans bien d'autres catégories, mais le fait que le protagoniste soit enfant, qu'on y parle de monstres et peut-être de peur, c'est un élément que je peux rapprocher avec Halloween, donc ça me semblait approprié de le placer dans cette catégorie, et j'avais vraiment envie de lire cette bande dessinée / album, puisqu'il s'agit du nouveau livre de Stéphane Servan et que je n'ai encore rien lu de lui dans un domaine illustré. Ce sera donc une grande première et je pense qu'elle sera plus que concluante. L'ambiance change du tout au tout puisque des monstres, je me suis redirigée vers un livre cocooning à souhait avec le premier tome de Kiki, la petite sorcière, écrit par Eiko Kodano et à retrouver à la maison d'édition Inis. Je pense que tout le monde connaît le film d'animation des studios Ghibli qui a adapté le roman. Par ailleurs, je profite de l'occasion pour me faire un petit peu d'autopromotion puisque j'ai parlé du film dans ma dernière vidéo intitulée Ghibli Book Tag, vidéo que je vous laisserai donc dans le petit i. Bref, revenons à nos moutons. Kiki, la petite sorcière, raconte l'histoire d'une jeune fille de 13 ans nommée Kiki, et comme toutes les sorcières de son âge, Kiki doit partir de son foyer afin d'effectuer un voyage d'apprentissage. C'est un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis mars ou avril 2022, et étant donné que j'aimerais diminuer le nombre de livres dans cette pile, je me suis dit que c'était l'occasion de l'inclure dans la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. C'est un roman qui est, paraît-il, assez contemplatif, mais ça ne me dérange absolument pas. Pour la sous-catégorie Poupée de souvenirs automatiques à votre service, dont la référence est tirée de l'anime Violet Evergarden que je compte regarder durant ce challenge, les mots-clés sont épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude ou encore guérison. Ces mots-clés sont assez larges et me permettent d'inclure le tome 7 de Sauveur et Fils, qui est écrit à 4 mains cette fois-ci, c'est-à-dire par Marie-Aude Muraille, donc l'autrice habituelle, et sa fille Constance Robert Muraille. Pour rappel, Sauveur et Fils, c'est l'histoire de ce psychologue clinicien qui s'appelle Sauveur Saint-Yves, qui exerce à Orléans, et dont les consultations sont au départ épiées par son fils Lazare, fils qu'il élève seul, et on va suivre le quotidien de Sauveur, autant dans sa profession de psychologue que dans sa vie privée. C'est une de mes sagas chouchou, même si le tome 6 m'avait beaucoup plus perturbée parce que j'avais l'impression que ça perdait un peu de sa douceur habituelle et que ça prenait un tournant sombre dont la série n'avait absolument pas besoin, et moi non plus d'ailleurs. Mais j'espère que le fait que ce soit écrit à 4 mains amène un vent de fraîcheur, de nouveauté et de douceur, même si on va parler de thèmes compliqués à nouveau comme les conséquences psychiques de la pandémie de Covid-19 et des mauvaises conditions de travail entre autres. J'enchaîne avec un classique de la littérature américaine, À l'Est d'Éden de John Steinbeck, à retrouver aux éditions Le Livre de Poche. La 4e de couverture nous dit ceci: dans cette grande fresque, les personnages représentent le bien et le mal, avec leur rapport complexe. Adam, épris de calme, Charles, son demi-frère dur et violent, Cathy, la femme d'Adam, un monstre camouflé derrière sa beauté, ses enfants, les jumeaux Caleb et Aaron. En suivant de génération en génération, les familles
Trask et Hamilton, l'auteur nous raconte l'histoire de son pays, la vallée de Salinas, en Californie du Nord. Ça fait très longtemps que je souhaite découvrir d'autres livres de John Steinbeck, puisque j'ai adoré Des souris et des hommes, et même si Les raisins de la colère a l'air magistral, il me semble bien plus sombre et oppressant qu'à l'Est d'Éden. C'est un pavé qui fait un peu moins de 800 pages, 785 pour être exact, mais si ça a la même fluidité que Des souris et des hommes, ça va vraiment passer tout seul. Pour l'avant-dernière catégorie de ce tableau Automne, douceur de vivre, les mots-clés associés à La Dame Chouette des îles bouillantes sont sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique ou encore amitié. Les deux livres que j'ai choisis sont des évidences et dans un premier temps, j'ai mis dans cette pile à lire Les Mondes d'Ewilan, tome 1, La forêt des captifs de Pierre Bottero à retrouver aux éditions Rajo. C'est le premier tome de la seconde trilogie consacrée au personnage d'Ewilan, cette jeune fille qui vivait sur Terre mais qui s'est téléportée dans le monde de Gwendalavir, duquel elle est originaire et qui va essayer de maîtriser ses pouvoirs et de découvrir le monde auquel elle appartient. Je suis vraiment fan de la trilogie consacrée au personnage d'Elana, badass sans être une Marissou, avec un univers très approfondi et un style d'écriture très poétique. Ça s'était un petit peu moins bien passé avec la quête d'Ewilan, que j'avais terminé pour le Pumpkin Autumn Challenge de l'année 2021. Néanmoins, j'avais très envie de lui redonner une chance et de lire cette seconde trilogie pour par la suite découvrir la trilogie de l'autre et terminer de lire tous les livres qui se déroulent dans cet univers. En plus, ce sont des romans très courts, ça se lit vraiment tout seul et j'ai vraiment envie de retrouver le personnage d'Elana. On passe à un comics que j'avais envie de lire depuis très longtemps, mais je n'arrivais pas à mettre la main dessus, sauf que cette situation a changé depuis quelques temps et que le comics dont je vous parle est le premier tome de Lightfall, la dernière flamme qui est scénarisée et dessinée par Tim Probert, le tout édité chez Gallimard. On va suivre le personnage de Bea, une adolescente qui souffre d'anxiété et qui doit faire face à la mystérieuse disparition de son grand-père. Avec l'aide de Sad, on va l'appeler Cad, un Galdurien, elle va se lancer dans une quête afin de sauver sa planète et son grand-père également, j'imagine. Je ne compte plus le nombre d'éloges que j'ai entendus à son sujet et je voulais vraiment le lire depuis très longtemps. J'ai désormais l'occasion de le découvrir, donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre et puis ça me semble parfait pour cette catégorie car on est dans une quête initiatique et puis j'imagine qu'une relation d'amitié naîtra entre Cad et Bea. Dans tous les cas, j'ai hâte de vous en reparler. Il n'y aura qu'un seul roman dans la sous-catégorie La loi de l'échange équivalent qui consiste à partager une lecture, une série ou encore un film. Ça fait un petit temps que j'ai plus fait de lecture commune donc je pensais un petit peu galérer pour cette catégorie mais je me suis rappelé que je participais à un livre voyageur donc pendant la période du challenge je vais recevoir Fantaisie guerrière de Guillaume Lebrun publié chez Christian Bourgeois. Je vais vous lire la 4e de couverture qui est très évocatrice de l'univers et de l'histoire que nous propose l'auteur. En ce début de XVe siècle, tout est chaos au royaume de France. Les Angliches imposent leur présence depuis près de 100 ans. Armagnac et Bourguignon n'en finissent pas de s'écharper. La guerre civile menace de ravager le pays. C'en est trop pour Yolande d'Aragon. Puisqu'une prophétesse est attendue pour couronner le dernier dauphin vivant, il n'est plus question de rester avachie dans les palais. La fulminante duchesse prend donc la décision de hâter le destin, et la voilà reconvertie dans l'élevage de 15 petites Jeannes. En secret, elle crée une école dans le but de les former aux exigences militaires et intellectuelles de guerrières accomplies. Mais la 12e, de loin la plus forte et la plus féroce, n'a rien à voir avec celle que Yolande aurait voulu initier à la vraie nature de sa mission. En plus de ça, j'ai entendu une chronique plus que positive dans un épisode du podcast Bibliomaniacs, ce qui a augmenté mon impatience. J'ai hâte de recevoir le livre, de le découvrir. Ça a l'air sacrément barré avec un côté girl power et ça change de ce que j'ai pris l'habitude de lire cette année. Pour cette première catégorie de ce tableau spécifique, le thème s'intitule « Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes ». Les mots-clés associés sont animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse
aide et guide. Dans sa vidéo, Gibmos précisait qu'elle pensait surtout à Mémoire de la forêt et je l'ai vraiment pris au mot. Je vais donc lire le premier tome de Mémoire de la forêt, Les souvenirs de Ferdinand Taupe de Michael Brun-Arnaud, publié chez l'École des loisirs. C'est un roman jeunesse qui raconte les aventures d'Archibald Renard, un libraire exerçant à Belle-Écorce. Sa librairie est particulière puisque chaque animal peut y déposer un livre, un exemplaire qui sera unique et qu'il peut espérer vendre. Et dans ce premier tome, on va également faire la rencontre de Ferdinand Taupe, un client qui vient trouver Archibald dans sa librairie afin de retrouver le livre qu'il avait déposé il y a quelque temps. Je pense que ce livre doit refermer des souvenirs importants pour Ferdinand Taupe qui souffre de la maladie de l'oubli-tout, et donc notre héros et Ferdinand vont partir à la recherche de son ouvrage. Je crois que je ne connais personne qui n'a pas aimé ce livre et je pense qu'il va beaucoup me plaire également. Il y a tous les ingrédients que j'aime retrouver dans une histoire et les illustrations réalisées par Sanoé ont l'air d'être superbes. En plus de cela, il est nominé pour le prix Livre Addict dans la catégorie jeunesse, donc c'est une occasion de plus pour le sortir rapidement de ma pile à lire. Pour le second livre, c'est plus l'aspect gourmandise qui m'a parlé et j'ai directement pensé à un livre que nous avait chaudement recommandé l'organisatrice du club de lecture dont je fais partie, Légende et Latte, écrit par Travis Baldry et publié chez Guinness. On va suivre l'histoire de Vive, une orque mercenaire qui en a un peu assez de son travail et qui décide de se reconvertir en tant que gérante de café. Sauf que tout ne va pas forcément bien se passer, ni même être facile, puisque le café est un breuvage totalement inconnu dans la ville où elle s'est installée, et en plus de cela, la mafia locale sème un climat de terreur. C'est de la cozy fantasy, un sous-genre que je ne connais pas bien, mais on me parle de café, surtout que je suis une lectrice qui n'aime pas le thé mais qui boit beaucoup de café. On me parle également d'amitié et d'entraide, donc je suis toujours partante. Ça a l'air très doux et cosy et si j'arrive à me le procurer, je serai plus que ravie de pouvoir le lire. Pour cette nouvelle sous-catégorie appelée la légende de la hache noire, qui est une référence aux comics Légende de la Garde comics que j'adore également, les mots-clés sont médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée et fantasy. Je me suis concentrée sur les mots quête et fantasy en mettant tout d'abord le tome 3 et dernier tome de la saga des Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett qui s'intitule L'Etherclose et qui est publié chez Albin Michel. Étant donné que c'est un troisième tome, je vais vous résumer ce qu'il se passe dans le premier tome. C'est un roman de fantasy qui se déroule à Tevan, une opulente cité où sa fortune repose sur un système de magie très particulier qui s'appelle l'enluminure. L'enluminure, qu'est-ce que c'est? C'est un système magique et scientifique qui permet de modifier l'essence d'un objet. Si j'enlumine des brins d'herbe en disant qu'elles sont aussi solides et facilement empilables que des briques, alors les brins d'herbe vont prendre cette caractéristique et on va pouvoir construire des maisons à base de brins d'herbe enluminés. Et on va suivre plus spécifiquement le personnage de Cynthia, une jeune voleuse qui va dérober un objet qu'elle n'aurait pas dû prendre. Cet artefact posséderait un pouvoir capable de changer l'enluminure et donc de faire tomber la ville. Je vous avais déjà parlé de cette saga avec laquelle j'ai un rapport assez mitigé. Autant j'avais assez bien aimé le premier tome sans que ce soit la lecture de l'année parce qu'il y avait quelques défauts qui m'avaient gêné. Par contre, le second tome a été bien plus laborieux. Je vous laisserai revoir mon avis en question grâce à la vidéo indiquée dans le petit i. Mais la fin m'avait intriguée et je ne souhaitais pas laisser tomber cette saga étant donné qu'il me restait plus qu'un seul tome à découvrir et je pense que le second tome souffre du syndrome du tome de transition et j'espère donc que ce dernier tome sera à la hauteur de mes attentes. Pour cette catégorie, j'aimerais également lire L'Assassin Royal, le premier tome, L'Apprenti Assassin de Robin Hobb et édité entre autres chez J'ai lu. C'est un classique de la fantasy, mais je vais quand même vous faire un petit résumé. On va suivre un jeune garçon né d'une union illégitime entre le roi de cet univers et une autre personne. Cependant, en grandissant, Fitz va pouvoir bénéficier d'une éducation royale, ce qui n'est d'ordinaire pas réservé aux personnes de son rang. Et cette éducation a pour but de faire de lui un assassin. C'est un classique que j'aimerais lire depuis quelque temps, encore plus depuis plusieurs mois, et les avis plus qu'élogieux des lecteurs et lectrices du book club, mais je n'ai pas encore trouvé le temps de me lancer dans cette longue saga. J'espère que le Pumpkin Autumn Challenge sera l'occasion parfaite, et j'espère également rejoindre la liste des adeptes de cette saga.
Je poursuis avec la sous-catégorie La mélodie infernale de la corne de chasse où les mots-clés sont monstres, créatures, wyvern, expédition et aventure. Je me suis personnellement attachée aux mots expédition et aventure, même si je pense que les 2 livres choisis vont coller à d'autres mots-clés. Pour le premier, je me suis dirigée vers l'histoire sans fin de Michael Ende à retrouver aux éditions Hachette. Et comme l'histoire est assez dense, le résumé présent sur les verdicts va bien m'aider et voici ce qu'il nous dit. À première vue, Bastien Balthazar Bux n'a rien d'un héros. Les héros sont grands, beaux et forts. Les héros ne courent pas sous la pluie pour se réfugier dans les librairies obscures et échapper ainsi à leurs camarades de classe. Ils ne volent pas non plus les vieux livres pour aller les dévorer dans les greniers de l'école. Bastien n'a pas pu résister. C'est comme si ce livre l'appelait. Son titre, L'histoire sans fin. Le garçon plonge dans un univers peuplé de 1000 créatures étonnantes. Elfes nocturnes, chevauchant des chauves-souris, manche-pierres, escargots de course, tortues millénaires et lions multicolores. Atréjou, l'enfant guerrier sans peur et fuchur, son fidèle dragon de la fortune, toute vouée à disparaître, avalé par le néant, ce mal mystérieux qui ronge le pays fantastique. Bastien se trompait, lui aussi a l'étoffe d'un héros, et avant la dernière page du livre, son rôle lui sera révélé. Jusqu'à récemment, je ne pensais pas lire ce livre parce que, je sais pas, ça ne me parlait pas du tout. Néanmoins, l'organisatrice du book club en a parlé en des termes plus qu'élogieux, et au vu de l'aventure épique que cela semble être, ça me paraît parfait pour cet automne. Et pour terminer cette sous-catégorie, j'ai placé dans ma pile à lire le premier tome de la duologie de Violette Hurlevent, à savoir Violette Hurlevent et le Jardin sauvage de Paul Martin et de Jean-Baptiste Bourgeois, édité chez Sarbacane. On va suivre le personnage de Violette, une jeune fille qui, pour une raison encore inconnue, est obligée de fuir la maison où elle vit et en traversant son jardin, elle tombe dans un monde parallèle. C'est un roman que j'ai dans ma wishlist depuis des années et je l'ai enfin repéré en bibliothèque. Ça m'a l'air d'être un roman jeunesse rempli de bonnes idées et j'espère qu'elles seront bien exécutées. À voir si j'ai le temps de le lire au vu de mon immense pile à lire. Dernière sous-catégorie de ce tableau pour Rocket Raccoon on the Run, il faut lire des livres qui parlent de mutations, d'expériences scientifiques, de science-fiction, de chasseurs de primes, de gardiens ou encore de galaxies. J'étais pas mal inspirée et je me suis dit que c'était le bon moment pour reprendre des milliards de tapis de cheveux de Andreas Esvacht, j'espère que je le prononce pas trop mal, chez La Talente. La 4e de couverture est la suivante. Quelque part, aux confins de l'Empire, se niche une planète que seule une curieuse coutume distingue de ses consoeurs. Depuis des temps immémoriaux, les hommes, tisseurs de père en fils, y fabriquent des tapis de cheveux destinés à orner le palais des étoiles de l'empereur. Pourtant, certains, tel cet homme au passé nébuleux qui prétend venir d'une lointaine planète, racontent que l'empereur n'est plus, qu'il aurait été tué par des rebelles. Mais alors, à quoi ou à qui peuvent donc servir ces tapis ? Ça fait déjà un sacré bout de temps que j'ai commencé ce livre, mais sans succès. Il faut dire que le rythme était très lent, il y a plus de questions que de réponses, et que c'était peut-être pas ce que j'avais besoin à l'époque. Maintenant, je me sens prête à découvrir ce que cache ce titre mystérieux. Pour le second livre de cette sous-catégorie, et c'est promis, on pourra passer au tout dernier menu, j'ai mis Rainbow Apocalypse de Tristan Walrov aux éditions du Rouergue. Je n'ai pas besoin de savoir autre chose de ce livre si ce n'est que dans cet univers, les fées sont responsables de l'apocalypse. Ça a l'air bien barré, drôle, j'adore cette couverture kitsch à souhait et d'un mauvais goût totalement assumé, il me tarde de le découvrir et de vous en faire un retour. On arrive au tout dernier tableau qui s'appelle donc Automne rayonnant et la première sous-catégorie se nomme We will always find a way. Les mots-clés sont cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good. Le mot cristaux ne m'a pas inspiré du tout, par contre je suis partie sur des œuvres plutôt feel good. Le premier livre que j'ai choisi de mettre étant le manga Mushishi de Yuki Urushibara à retrouver aux éditions Kana. C'est un manga tranche de vie dans lequel on suit Ginko, un mushishi, c'est-à-dire une personne capable de voir des mushi qui sont des entités au pouvoir particulier et qui n'appartiennent pas au monde des vivants. J'avais bien aimé le premier tome, et là je trouve que le côté tranche de vie se justifie amplement et convient vraiment à cette œuvre. C'est une histoire assez tranquille et très naturelle, donc parfaite pour cette catégorie. Je vais déjà lire le tome 2 et on verra si je prendrai le temps de terminer la saga cette année, en sachant que le manga ne compte que 10 tomes.
Ensuite, j'avais très envie de faire comme l'an dernier et de lire le tout dernier Fab Caro, journal d'un scénario paru chez Gallimard. Je n'en sais volontairement rien, donc je vais vous lire la 4e de couverture. On va faire un beau film, depuis que le producteur a validé son scénario Boris est aux anges. La magnifique tragédie amoureuse qu'il a intitulée Les servitudes silencieuses verra le jour au cinéma, en noir et blanc, comme dans ses rêves les plus fous. Et tout semble décidément sourire à Boris quand il fait la rencontre d'Aurélie, une jeune femme cinéphile qui se passionne pour le projet. Pourtant, le cinéma, comme l'amour, a ses aléas et ses contraintes. Du film d'auteur au navet, il n'y a parfois qu'un pas. L'année passée, Samouraï n'avait pas été un franc succès pour ma part, mais j'espère que ce nouveau livre renoue avec ce qu'il a pu faire excellemment bien dans le discours ou encore dans Broadway. J'espère que Samouraï n'était qu'une mauvaise passe et que ce nouveau livre me plaira davantage. Et pour le dernier livre de cette sous-catégorie, la seule à avoir 3 livres en son sein d'ailleurs, j'ai mis le tome 3 de Agatha Raisin Enquête, pas de peau pour la jardinière. C'est toujours écrit par MC Beaton et à retrouver aux éditions Albin Michel. C'est un cosy mystery dans lequel on va suivre la dénommée Agatha Raisin, une quinquagénaire qui a pris sa retraite de façon anticipée après une carrière bien remplie à Londres. Elle s'installe dans un cottage au cœur de la nature anglaise et elle se rend bien vite compte qu'elle s'ennuie à mourir dans sa nouvelle vie, jusqu'au moment où des crimes vont se produire dans son village et ses alentours et qu'elle va mener l'enquête. Ce tome 3 va porter sur le meurtre d'une jardinière qui ne laissait pas indifférent son intérêt amoureux, si j'ai bien compris. Ça fait un sacré bout de temps que je n'avais pas lu de Cozy Mystery, et là, je sais pas, j'avais envie de légèreté et de poursuivre la saga d'Agatha Raisin que j'avais un peu boudée après un tome 2, loin d'être convaincant. On va voir si cette enquête est bien plus sympathique que la précédente. On poursuit cette immense pile à lire avec l'avant-dernière catégorie de ce challenge, L'esprit indomptable de Jo March, qui évoque donc les thèmes de la place de la femme, d'indépendance, d'ambition, de rêve, de sororité, de théâtre ou encore d'écrivaine. Je me suis basée sur les mots écrivaine et place de la femme pour faire mes choix. Le premier livre est donc La papeterie Tsubaki de Ito Ogawa à retrouver aux éditions Philippe Piquet. Je ne sais pas grand chose sur ce livre si ce n'est qu'on va suivre une femme qui reprend le commerce de sa grand-mère, la papeterie donc, et qu'elle va devenir également écrivain public. J'avais envie de continuer à découvrir des auteurs et autrices japonaises et j'ai entendu beaucoup de bien sur Ito Ogawa et la papeterie Tsubaki. Je suis donc curieuse de découvrir ce roman et cette autrice et voir à quel point la littérature japonaise est vaste et variée et bien loin de s'arrêter à Haruki Murakami. Je vais changer radicalement d'ambiance pour le deuxième livre puisque ça fait des années que je souhaite le lire. Ici, Les femmes ne rêvent pas de Rana Ahmad, publié chez les éditions Globe. Pour faire simple et parce que je trouve le résumé assez parlant, je vais vous le partager. Rana, 10 ans, fonce sur son vélo flambant neuf. Heureuse, insouciante, choyée par son père, un vent de liberté lui caresse le visage. 15 jours plus tard, c'est terminé. Son vélo est donné à l'un de ses oncles. Encore quelques mois et elle devra, pour être une bonne musulmane aimée d'Allah, porter l'abaya noire sur son corps, le niqab sur son visage et le tara sur sa tête et ses épaules. Ensuite, ses parents lui trouveront un mari et elle sera condamnée à ne faire plus que la cuisine, le ménage et ses 5 prières par jour. C'est la loi. Il ne reste à Rana que ses yeux pour pleurer et pour contempler le monde. L'Arabie saoudite des années 2000. Mais sur ce monde, elle porte un regard impitoyable. La frustration sexuelle fabrique des obsédés et des hypocrites. L'obsession et l'hypocrisie transforment les hommes en ennemis de leurs propres sœurs, filles ou épouses. Les agressions et les violences quotidiennes donnent aux femmes l'envie de fuir. Très peu réalisent ce rêve fou. Rana sera l'une d'elles. Elle n'a jamais oublié le vent de la liberté de ses 10 ans. Elle est prête à tout pour le retrouver et en jouir, et cette fois en adulte. Je n'ai pas encore lu de non-fiction cette année et je pense que si j'ai l'esprit disponible, je me lancerai dans cette lecture. C'est pas forcément une priorité dans mon Pumpkin Autumn Challenge, mais j'avoue que si l'occasion se présente, je me ferai une joie de le lire. On arrive à la toute dernière catégorie de ce challenge et je m'excuse d'avance pour ma prononciation qui va être très approximative. Cette sous-catégorie s'appelle donc Suil Arun Morin, qui est une catégorie assez particulière et qui évoque l'Irlande, le petit peuple, les mythes, les légendes celtiques, le nature writing ou encore le vers.
Je dois avouer que ça a pas été facile de trouver, mais je me suis dirigée vers la couleur verte et le nature writing. Pour le premier titre, j'ai choisi Le Dieu vagabond de Fabrizio Dori, une bande dessinée à retrouver chez Sarbacane. Elle raconte l'histoire d'un satyre prénommé Eustis qui part à la recherche de son ami. La bande dessinée ne reprend pas des mythes et légendes celtiques, mais sa couverture verte me semble adaptée au thème, et puis je n'en ai entendu que du bien, que ce soit via le podcast Le Gaufrier ou encore via les amis du Book Club. Et voici le tout dernier livre de cette pile à lire. Là où vont les oiseaux de Maren Uthaug. Vraiment, je n'ai pas d'accent norvégien, j'en suis navrée, qui est à retrouver aux éditions Gallmeister. C'est un roman que j'ai découvert vraiment par hasard à la bibliothèque, son titre et sa couverture m'ayant attiré, et donc je vais vous donner le résumé, histoire de savoir de quoi ça parle. Au large de la Norvège se dresse, inébranlable, le phare de Vraiment, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, j'en suis navrée. Coupés du monde, les habitants de cette contrée soumise aux lois de la nature vivent dans un profond isolement. Johan rêve de fuir vers l'Amérique avec la belle Anna, son premier amour. Mais pour subvenir aux besoins de sa vieille mère, le jeune homme devient le gardien du phare et prend pour épouse la fille du pasteur, Marie. Rapidement, Marie met au monde 2 enfants, Darling et Valdemar. Seulement, ici, les liens familiaux sont des chaînes qui, une fois brisées, libèrent la folie de chacun. Les années s'écoulent, épuisantes au gré de féroces tempêtes. Johan, Darling, Marie, les apparences sont trompeuses et, à mesure que le temps passe, de sombres désirs se réveillent. Comme je le disais, c'est un livre que j'ai découvert par hasard et je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Néanmoins, Babelio m'atteste qu'il s'agit d'un roman de nature writing et effectivement, au vu du résumé, ça sent bon la nature tout ça. J'espère juste que ça ne sera pas un flop parce que Gallmeister et moi, on est assez fâchés depuis ma lecture de Sauvage il y a quelques temps. En tout cas, j'espère trouver le temps de le lire et de pouvoir vous en faire un retour détaillé. Cette immense pile à lire et cette vidéo longue comme pas permis est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge et puis à donner votre pile à lire. N'hésitez pas également à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et si vous l'avez apprécié ou pas. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur 2 à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous souhaite également un très bon challenge et je vous dis à très bientôt.